Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie du bloc 1 que nous avons commencé et qui consistait à vous proposer une série de définitions de la notion de performance. Donc là, nous entamons la deuxième partie où nous allons compléter un petit peu les théories de la performance et notamment la manière dont la question de la performance est loin de se limiter au champ dit de l'art. Et puis ensuite, on verra justement quelles sont les définitions et les fonctions des performances par ceux qui les pratiquent, à savoir les performeurs. Et donc, dans le PowerPoint que je vais vous envoyer, il y a toute une série d'artistes des années 60 à nos jours, qui racontent un petit peu leur rapport à la performance, pourquoi ils ont choisi ce mode d'expression. J'insiste sur le fait que vous avez, j'ai vérifié tous les liens, vous pouvez regarder toutes ces performances ou ces propos, ces interviews des performeurs. Toutes les performances que je vous mets dans le diaporama vont considérées comme doivent être vues. Donc ça veut dire par exemple que le jour de l'évaluation du cours magistral, je peux très bien vous proposer un sujet qui suppose que vous avez effectivement vu ces performances, vous les avez regardées et que vous pouvez y faire référence. Donc j'insiste là-dessus, ça fait partie intégrante de ce cours qui se base énormément sur des vidéos et des captations de performance. Il faut absolument regarder tous les liens, toutes les performances que je vous propose dans le PowerPoint. Avant d'aborder justement la présentation des performances par ces différents artistes, juste peut-être une autre définition et d'autres caractéristiques de la performance proposée par Kirschenblatt Gimblet, qui est quelqu'un qui a aussi enseigné à la Tisch School, au département de Performance Studies, fondé entre autres par Richard Schechner et dont je vous ai parlé dans la première partie de ce bloc 1. Donc, elle récapitule un petit peu les caractéristiques de la performance selon elle. Pour elle, la performance peut se faire à partir de n'importe quel média. Il n'y a pas de médium caractéristique en soi. Les mots-clés, s'il devait y en avoir, ce serait événement, pratique corporelle, capacité d'agir, identité. On y reviendra avec les exemples que je vais vous donner, que vous allez pouvoir regarder, ça va devenir de plus en plus clair. Elle insiste également sur quelque chose qu'on a déjà évoqué, qui est la dématérialisation de l'objet d'art, de l'œuvre d'art. Encore une fois, d'une manière, on le verra peut-être plus sociale et politique que la dématérialisation qui a pu être entamée dans les avant-gardes artistiques, notamment avec des gens comme Artaud, mais aussi avec des gens pour le théâtre notamment, mais aussi avec des gens comme Duchamp et le fameux exemple des toilettes de Duchamp. C'est une nouvelle forme d'art, une alternative à des formes d'art plutôt classiques, pratiquées, on le verra aussi généralement par un monde et des artistes masculins. C'est une manière, et ça aussi on va en avoir beaucoup d'exemples, et c'est généralement aussi ce qui vous intéresse quand vous faites des performances, si j'en juge par les expériences des dernières années, c'est aussi une manière de comprendre les processus culturels, historiques, sociaux, politiques, voire pas simplement de les comprendre, mais essayer aussi d'intervenir politiquement et socialement, à la fois dans l'espace public, mais aussi dans la société et la culture tout court. C'est peut-être une forme de manifestation et d'art et d'expression qui intervient encore une fois pour pallier aux insuffisances du théâtre, trop élitiste, peut-être trop hiérarchisé. Mais ça dépend si on parle aussi du théâtre de manière eurocentrée, parce qu'il y a beaucoup d'autres formes de théâtre qui d'abord ne sont pas fondées sur le texte, comme l'est le théâtre, on va dire, euro-américain et européen. Si vous prenez des traditions théâtrales non occidentales, vous avez beaucoup justement de formes de théâtre qui ne font même pas du tout recours au texte ou seulement à l'improvisation. C'est vrai que nous on a une culture de la sacralisation du texte et du livre, il ne faut pas l'oublier, de l'écrit.
Et enfin, la performance va permettre aussi de revoir un petit peu les rapports qui peuvent exister entre la théorie et la pratique, entre les artistes et les universitaires, entre donc des formes artistiques, mais aussi la formation des savoirs, des disciplines, et ça peut inclure, ça inclut des disciplines positivistes qu'on connaît, qu'on pratique notamment dans ce département, comme la sociologie, l'anthropologie, etc. Bref, un examen de quelles sont les frontières aussi qui séparent tout ça. Donc les études sur la performance ou les performance studies, dans ces programmes, il y a aussi tout un questionnement sur la formation des disciplines au sens large du terme, des savoirs. Donc ça, ce serait plutôt en référence avec ce qu'on a vu pendant le premier semestre, avec toute la critique de l'épistémologie, notamment grâce aux travaux de Foucault, vous savez, qui met en perspective généalogique la médecine, mais aussi la sociologie, enfin tout ce qu'on a appelé les sciences de l'homme. La performance permet de mettre en cause, ou en tout cas de critiquer ou de renouveler la question des hiérarchies au sein de l'esthétique, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est utile, etc. etc. Mais aussi de s'interroger sur qui fait l'objet du regard de qui, quels sont les sujets, les objets d'étude, qui est objectivé par qui, etc. etc. Vous verrez, ce sera très évident, notamment quand on abordera les performances de Yves Klein, les fameuses anthropométries, et notamment de la relation homme-femme qui est en jeu dans ce type de performance conçue par Yves Klein. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai, peut-être que c'est l'impression que vous avez, on peut avoir l'impression que ce terme de performance est un peu fourre-tout, accueille tout. C'est un peu sa qualité, ses défauts aussi, mais c'est vrai que c'est un vrai catalyseur qui part de quelque chose qui peut nous permettre d'aborder aussi bien les activités du quotidien, la vie quotidienne, que l'expérimentation contemporaine. C'est vrai que c'est sans doute un mouvement qui a été initié par des artistes qui, quelque part, de toute façon, voulaient étendre le champ de la performance. Et on en a des exemples, notamment avec des artistes qui vont travailler sur la question de la race et de l'ethnicité, comme le performeur mexicain qui travaille aux États-Unis, Guillermo Gomez Peña, dont on reparlera, j'espère qu'on aura le temps, et qui va quelque part mettre au point une forme d'anthropologie inversée pour essayer de faire prendre conscience des rapports justement entre regarder qui existent en termes de race, de racialisation, etc. Vous avez vu, vous verrez que dans la première page de mon PowerPoint, il y a toute une série de vignettes, et il y en a notamment une où on voit Guillermo Gomez Peña avec Coco Fusco, qui est une performeuse cubaine installée donc aux États-Unis, et ils ont fait une performance qui consistait à se mettre en cage et à mimer une espèce de tribu qu'on aurait retrouvée donc dans le dispositif du musée. Enfin, ils faisaient partie des commémorations de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, qui ont eu lieu donc en Espagne pour célébrer et en même temps critiquer, faire retour sur donc la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, qui est aussi, comme on le sait, sa colonisation. Et donc autour de la cage dans laquelle ils étaient, il y avait des descriptifs dont on pouvait penser qu'ils avaient été placés là par justement les commissaires d'exposition qui désignaient, donnaient le nom de cette nouvelle peuplade. Et donc il y a tout un travail sur le rapport qui va s'instaurer avec le public qui quelque part croit effectivement ou pas que ce sont justement une peuplade qu'on vient de découvrir, qu'on exhibe comme autant des os humains, etc., etc. Donc tout ça pour dire, vous voyez que là, par exemple, entre l'anthropologie et la critique de la racialisation et du racisme ou de l'exotisation, vous avez aussi des rapports et que la performance peut mettre en scène justement la manière dont on objective aussi, on exotise
des populations, justement ce terme étant loin d'être neutre, qui ne ressemblent pas ou qu'on qualifierait, notamment en France, d'autres avec le grand autre, avec un grand A, etc. etc. Donc, encore une fois, prenons la performance dans le sens le plus étendu du terme pour commencer. C'est pas un problème et de toute façon, après, vous prendrez ce qui vous intéresse le plus. Justement pour aller encore un petit peu dans le sens de comprendre l'étendue de ce terme, de ce champ, si vous voulez, de performance, mais aussi sa grande mobilité en tant qu'outil critique. Je vous ai mis un slide qui revient un petit peu aussi sur la manière dont c'est un terme, notamment dans les années 90, mais encore de nos jours, est très utilisé dans de nombreuses disciplines. Donc je vais faire un petit panorama très rapide. Donc de fait, l'anthropologie, quelque part, en s'interrogeant au rituel, l'anthropologie même classique, hein, mais y compris celle aussi qui s'est interrogée sur sa propre fonction, sur sa validité, sur qu'est-ce que ça voulait dire d'aller faire la logique, l'anthropologie de l'homme et donc des autres, en tout cas des gens qui ne ressemblent pas ou des cultures dites différentes. Vous savez bien qu'il y a une répartition des rôles entre la sociologie, qui est plutôt réservée, on va dire, à l'étude et l'observation des gens qui font partie de notre société, l'anthropologie qui consisterait, en tout cas dans un premier temps, c'est un peu cette répartition qu'on a à aller regarder donc tout ce qui n'est pas, il faut bien le dire, occidental, etc. Même si maintenant vous avez des anthropologues de la ville, enfin les frontières sont beaucoup plus floues, c'est aussi parce qu'il y a eu un travail, je pense, de justement de quelle était la fonction de l'anthropologie, pourquoi elle ne devait pas être nécessairement réservée, on va dire, à des sauvages, à des gens qui ont pu être considérés comme moins civilisés, etc., etc. Qui ont fait l'objet de films, enfin de captations. Donc vous avez forcément des liens entre la notion de performance, de rituel. Regardez tous les films d'anthropologues qui filment les danses rituelles, les cérémonies, le chamanisme. Ouvrez la télévision, vous avez des chaînes entières qui nous diffusent ce genre d'observation des rituels grâce à l'anthropologie. La notion de performance a été aussi très importante en philosophie avec un philosophe que vous connaissez peut-être, français post-structural qui s'appelle Derrida, qui a beaucoup utilisé la notion de performativité. Bon, vous savez que Derrida, comme Deleuze, dans les années 90, vous avez toute une réflexion autour du langage. Le structuralisme s'empare aussi du langage, notamment des travaux de Saussure, pour essayer de trouver des structures qui informeraient à la fois nos pratiques sociales, les cultures et la société, avec cette idée que les cultures sont structurées comme un langage. Lacan nous expliquera que l'inconscient est structuré comme un langage. Et vous avez toute une réflexion qui va allier la notion de performance et de performativité avec cette idée de savoir quel est le rôle justement de la répétition au travers du langage, pourquoi il y a des énoncés, par exemple, qui sont plus forts que d'autres, qui ont de l'autorité. Par exemple, Austin, en linguistique, va travailler sur des performatifs, des énoncés performatifs, c'est-à-dire des énoncés qui ont cette particularité, quand je les profère, de faire une action. Donc, par exemple, si je dis je vous marie, il faut que je sois le maire de quelques mairies pour le dire et que ça ait une validité. Pourquoi est-ce que, ou si je dis je promets, ce sont des types d'énoncés particuliers pour Austin, en ce qui justement sont performatifs, en ce qu'ils créent, si vous voulez, une réalité au moment où ils sont prononcés. Donc vous avez à avoir toute une réflexion autour de la valeur performative du langage. Cette réflexion va être aussi très importante dans ce qu'on appelle les études sur le genre, ou la théorie queer, qui est une branche, si vous voulez, des études sur le genre, et donc une des théoriciennes importantes est Judith Butler, dont on va parler dans un second temps, parce que justement elle est une de celles qui a défini le genre, donc la masculinité et la féminité, comme performance et aussi comme performativité.
Donc là, ça peut vous paraître un petit peu complexe, mais enfin, vous verrez, c'est assez... enfin, je reviendrai en détail sur cette théorisation lors du prochain cours, un prochain bloc de cours, en fait, donc il sera consacré au genre comme construction ou comme performance et performativité. C'est un bloc, le bloc numéro 2, dans lequel on va s'intéresser au paradigme de genre. C'est-à-dire on peut définir le genre comme une construction, on peut le définir comme une performance, on peut le définir comme une technologie. Ceux qui ont un petit peu fréquenté les cours sur le genre ou les cours sur le féminisme voient un petit peu de quoi je parle, sauf que là on va le prendre sous un autre angle. Mais donc dans le féminisme aussi, en général, il va y avoir tout un questionnement sur qu'est-ce que c'est de performer la féminité, c'est quoi les rôles féminins, masculins, etc. Et vous verrez, c'est très apparent et très concret, notamment dans les performances féministes des années 60, dont je vais vous montrer quelques exemples, et qui se sont beaucoup intéressés justement à cette dimension performative et donc non naturelle des rôles sexuels ou des rôles de genre. Vous avez aussi tout un champ. Les études culturelles utilisent beaucoup la notion de performance, notamment la formulation théorique butlérienne. C'est aussi une manière de s'interroger sur la valeur à la fois culturelle, rituelle, sociale de la répétition et de l'imitation. Donc encore une fois, vous avez tous des travaux qui vont être faits dans les années 70, dans les années 90, pardon. Là aussi, avec Judy Butler qui va beaucoup s'intéresser à la notion de parodie. Qu'est-ce que c'est de parodier? Est-ce qu'à un moment donné, quand on répète, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une dimension critique ou une parodie qui fait que finalement la répétition acquiert une dimension critique importante? Vous avez quelqu'un comme Rivière, Joanne Rivière, qui est une psychanalyste qui va s'interroger sur la notion de mascarade de la féminité, notamment en quoi les personnes qui prennent la parole en public sont plutôt codées masculines que féminin, et quel type de mascarade de la féminité elle fait elle-même quand elle prend la parole dans une conférence, de manière à passer, à être bien prise. Pour une femme, en tout cas, la définition qu'on en donne à l'époque où elle parle, donc les années 70, 80, etc. Dans les études culturelles, donc que vous pratiquez pas mal dans ce département, on va aussi beaucoup s'interroger sur la notion de mimétisme, d'imitation, pour aborder la question de la race, la performance de la race. Donc c'est quelque chose que vous trouvez quelque part aussi chez Frantz Fanon, qui s'interroge sur, par exemple, la manière dont on l'interpelle, on l'injurie dans la rue en le traitant de nègre. Donc qu'est-ce que c'est le nègre? Qu'est-ce que c'est de faire la performance dans la rue en tant que personne racisée et d'être reconnu, lu comme nègre, ou comme arabe, ou comme racaille, etc., etc. Donc, quels sont les codes vestimentaires, la démarche, qu'est-ce qui fait que quelque part, vous avez aussi des performances raciales, ethno-raciales, et donc racisées, et qui prêtent le flanc au racisme? Qu'est-ce qui fait qu'un flic calcule plutôt un certain profil pour faire des contrôles d'identité que d'autres, et dans certains espaces plus que d'autres? Donc Homi Bhabha va aussi travailler sur cette notion de mimétisme. Vous savez, Homi Bhabha, c'est quelqu'un qu'on a un petit peu abordé dans le cours identité culture. Donc vous voyez, c'est très 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 large. Là, j'évoque même plus le domaine de l'art à proprement parler. Vous avez aussi toute la performance utilisée dans la désobéissance civile, utilisée par exemple par des collectifs féministes, mais aussi des collectifs environnementaux, des collectifs comme ACT UP dans les années 90, qui vont populariser la notion par exemple de dying, c'est-à-dire le fait qu'un groupe se mette devant une institution par terre pour signifier donc que les personnes atteintes du sida meurent, donc des formes de désobéissance civile pacifique. Vous les retrouvez d'ailleurs dans certaines marches des fiertés LGBTQ, où vous avez des moments de silence et des moments de dying où tout le monde se couche pour commémorer
donc les personnes qui sont mortes du sida, etc. Donc vous avez tout un champ, vous avez aussi toutes les actions qui ont pu être faites avec à la Puerta del Sol, au moment de Occupy Wall Street, etc. Enfin, quelque part, il y a donc depuis les années 60 toute une manière d'utiliser la performance ou les ressources de la performance dans l'espace public ou ailleurs. Actuellement, beaucoup de manifestants aux États-Unis anti-Trump, évidemment, utilisent aussi ces ressources, donc qui participent d'une forme de désobéissance civique passive, utilisant le corps, évidemment, le groupe, et qui sont donc politiques et qui relèvent du militantisme. Donc vous voyez que la performance est aussi utile pour s'interroger sur la construction du genre, de la race, de la sexualité, j'en parlerai peut-être cette année aussi, de la nation, que c'est vrai que dans les années 60, les arts vont beaucoup évoluer vers cette notion de la performativité et aussi de sa politisation. C'est aussi pour sortir l'art un petit peu de sa dimension purement artistique et souvent détaché du politique. Bon, c'est quelque chose, le divorce nécessaire entre l'art, le militantisme ou l'identité et la valorisation artistique, ou quelque chose qui est très très fort comme discours en France, par exemple. Vous voyez aussi que quelque part, ça peut être une manière de se réapproprier des pratiques culturelles ou d'autres manières de faire des performances. Bon, les dying viennent des picketing, donc le fait de tourner à plusieurs, un petit groupe, avec des pancartes au moment du mouvement des droits civiques noirs aux États-Unis pour signifier justement une action contre le racisme. Ce sont des techniques qui ont été reprises par des grévistes. Ce sont des techniques qui sont reprises aussi, ne sont pas par les manifestants de la Manif pour tous, par exemple les vigiles, donc vous avez eu des exemples à Lille, donc des personnes anti-mariage gay et lesbien qui occupent l'espace public en lisant la Bible. Vous avez l'équivalent en Italie, Sentinelle in Piedi, donc qui se répartissent dans l'espace public ou sur une place dans une ville en prenant des tours pour justement marquer une présence et lire des passages de la Bible. Donc j'ai vu aussi que la manif pour tous, les participants de la manif pour tous étaient plutôt bons en technique justement d'occupation performative de l'espace public. Donc évidemment ça peut être utilisé par n'importe quel point de vue politique. C'est vrai que c'est plutôt des techniques qui venaient des mouvements de gauche, mais maintenant on voit que évidemment ça leur est pas réservé et que d'ailleurs les mouvements conservateurs et réactionnaires s'en emparent parce que évidemment c'est aussi une manière d'attirer la visibilité, enfin de faire de la visibilité en attirant les médias, etc., en faisant de l'image. Voilà, donc quelque part encore une fois, vous voyez un petit peu toute l'étendue importante, l'étendue, c'est un pléonasme des pratiques performatives et de la vision politique aussi de la performance. On reviendra aussi sur la manière dont la performance est productrice d'identité. Tout à l'heure, je parlais de la production des genres, donc on peut produire des genres normatifs, on peut les produire de manière consciente ou pas. On peut aussi décider de faire d'autres performances de la masculinité et de la féminité. Donc encore une fois, vous voyez que quelque part, il y a vraiment une très très grande variété et d'utilisation de la performance en tant que technique, en tant que pratique artistique, mais aussi en tant que concept critique qui a pénétré en quelque sorte presque tous les champs du savoir, en tout cas beaucoup les études culturelles et les sciences humaines, donc dans la deuxième moitié du XXe siècle et encore de nos jours. C'est la fin de la deuxième partie du bloc 1 sur les définitions et les caractéristiques et les fonctions de la performance, et je vous donne rendez-vous pour la troisième et dernière partie du bloc 1 où justement nous allons arriver aux définitions de la performance par les performeurs eux-mêmes. Donc à tout de suite.